Anne se tenait devant le miroir de sa petite chambre à Lyon, observant son reflet avec un mélange d'espoir et d'appréhension, tandis que ses mains tremblaient légèrement en ajustant le voile de sa robe de mariée. L'appartement qu'elle partageait avec sa fille Chloé, situé dans le quartier de la Guillotière, n'avait rien de luxueux, mais c'était le leur, conquis après des années de sacrifices et de nuits blanches, passées à travailler comme aide-soignante, tout en suivant sa formation d'infirmière. Elle toucha machinalement la petite cicatrice sur sa joue gauche, ce souvenir discret d'une nuit où elle s'était endormie debout entre deux shifts, heurtant le coin d'un chariot médical aux urgences de l'hôpital Lyon-Sud, et sourit amèrement en repensant à tout le chemin parcouru depuis que le père de Chloé l'avait abandonnée à 22 ans, la laissant seule avec un bébé et des rêves brisés. Chloé apparut dans l'encadrement de la porte, rayonnante dans sa petite robe de demoiselle d'honneur rose pâle, et courut vers sa mère en s'exclamant avec l'enthousiasme de ses 6 ans combien elle était belle, que Thomas avait tellement de chance, que ce serait le plus beau mariage du monde. Anne s'agenouilla pour serrer sa fille contre elle, respirant le parfum de son shampoing à la fraise, sentant son cœur se gonfler d'un amour si puissant qu'il chassait momentanément tous les doutes qui la rongeaient depuis plusieurs semaines. Thomas était un homme bon, attentionné, patient avec Chloé, et quand il l'avait demandé en mariage 6 mois plus tôt dans ce petit restaurant italien près des quais du Rhône, Anne avait eu l'impression que le destin lui offrait enfin une seconde chance, une possibilité de construire la famille stable qu'elle n'avait jamais eue. La sonnette retentit brutalement, et Anne sentit son estomac se nouer en reconnaissant la voix autoritaire de Françoise qui discutait déjà avec Martine, sa mère, dans le salon. Elle n'était pas censée arriver avant 1 heure, mais la belle-mère de Anne semblait prendre un malin plaisir à débarquer à l'improviste, comme pour marquer son territoire et rappeler subtilement que son fils méritait mieux que cette vie modeste dans un appartement de 50 mètres carrés. Quand Anne sortit de la chambre, Françoise l'examina de la tête aux pieds, avec ce regard qu'elle connaissait trop bien, ce mélange de condescendance et de désapprobation à peine voilée, avant de lâcher d'un ton qui se voulait léger, mais dont la cruauté transperçait chaque mot que la robe était jolie. Vraiment. Très simple, mais c'était charmant pour un mariage sans prétention. Martine se raidit visiblement, ses mains de femme de ménage à la retraite se crispant sur son sac à main usé, mais Anne lui fit discrètement signe de ne rien dire, refusant de commencer cette journée par un conflit, avalant une fois de plus l'humiliation comme elle l'avait fait tant de fois depuis qu'elle fréquentait Thomas. Françoise continua son inspection minutieuse de l'appartement, commentant la taille de la cuisine, s'étonnant qu'on puisse vivre à 3 dans si peu d'espace, se demandant à voix haute si Thomas s'habituerait vraiment à cette sobriété après avoir grandi dans la grande maison familiale de Caluire. Chloé, qui observait la scène avec ses yeux trop perspicaces pour son âge, tira doucement sur la manche de sa grand-mère et demanda avec cette innocence dévastatrice « Des enfants, pourquoi mamie Françoise ne souriait jamais quand elle regardait maman ? Pourquoi elle parlait toujours comme si quelque chose n'allait pas ?» Le silence qui suivit fut pesant, électrique, et Anne vit Françoise se figer un instant avant de se pencher vers Chloé avec un sourire aussi faux qu'un billet de Monopoly, lui caressant les cheveux en murmurant que bien sûr qu'elle souriait, que tout allait très bien, que les grandes personnes avaient parfois l'air sérieux sans raison. Mais quand elle se redressa, et que son regard croisa celui d'Anne, il n'y avait aucune chaleur, aucune bienveillance, juste cette certitude froide et implacable qu'Anne ne serait jamais assez bien pour son fils, que ce mariage était une erreur que Thomas paierait cher, que tôt ou tard la vérité éclaterait au grand jour. Anne retourna dans sa chambre sous prétexte de finir de se préparer, s'assit sur le bord du lit et ferma les yeux, essayant de retrouver le calme et la confiance qui l'avaient habité le matin même. Elle repensa à Thomas, à la promesse qu'il lui avait faite 3 semaines plus tôt quand elle avait évoqué ses craintes concernant sa mère, lui jurant que Françoise finirait par l'accepter, qu'il fallait juste lui laisser du temps, qu'après le mariage tout s'arrangerait naturellement. Mais en cet instant précis, seule dans cette chambre exiguë avec le bruit de la circulation qui montait de la rue et le rire forcé de Françoise qui résonnait dans le salon, Anne sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette petite voix intérieure qui murmurait que peut-être, juste peut-être, elle s'apprêtait à faire la plus grande erreur de sa vie. La cérémonie civile à la mairie du 3e arrondissement se déroula sous un ciel parfaitement bleu, et Anne sentit son cœur se gonfler d'espoir, en voyant Thomas la regarder avec cette tendresse qu'elle avait appris à chérir durant ces 2 dernières années,
comme si elle était la seule femme au monde, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Chloé rayonnait dans sa robe de demoiselle d'honneur, tenant fermement le petit coussin avec les alliances, et quand le maire prononça les mots qui les unissaient officiellement, Anne voulut croire que tout ce qu'elle avait enduré jusque-là, toutes les nuits blanches à travailler aux urgences, toutes les humiliations avalées en silence, valaient enfin la peine. Le cocktail se tint dans le jardin d'un petit domaine à une vingtaine de kilomètres de Lyon, entouré de vignes qui ondulaient doucement sous la brise de mai, et c'est là que les premières fissures commencèrent à apparaître avec une clarté dérangeante. Anne remarqua immédiatement que les tables avaient été réorganisées depuis le plan initial qu'elle avait validé avec Thomas. Constatant que ses collègues infirmières de l'hôpital Lyon-Sud se retrouvaient reléguées au fond du jardin, près des toilettes, tandis que la famille de Thomas occupait les places d'honneur sous la grande tente blanche décorée de roses blanches. Sandrine, sa meilleure amie et collègue de nuit, lui lança un regard interrogateur en désignant discrètement leur table. Mais Anne secoua la tête, refusant de faire une scène le jour de son mariage, avalant une fois de plus sa fierté comme elle l'avait fait tant de fois. Quand elle présenta officiellement sa mère Martine à Françoise devant les autres invités, la belle-mère lui serra la main avec une mollesse calculée, la relâchant presque aussitôt comme si le contact la dérangeait physiquement. « Ah, vous êtes donc celle qui a élevé... Enfin bon !» lâcha Françoise d'une voix suffisamment forte pour que les personnes aux alentours entendent. « Vous avez fait de votre mieux dans des circonstances difficiles, j'imagine. C'est admirable d'avoir travaillé comme femme de ménage tout en élevant 3 enfants seuls. Ça a dû être épuisant. » Martine se raidit, ses mains abîmées par 40 ans de travail domestique se crispant sur son sac à main en simili-cuir noir, et Anne vit la blessure traverser le visage de sa mère comme un éclair. Cette douleur familière d'être jugée pour sa condition sociale, pour n'avoir pas eu la chance de faire des études, pour avoir simplement survécu comme elle avait pu. Martine est une femme formidable, intervint Thomas avec cette maladresse qui le caractérisait dans ces moments-là. Elle a élevé une fille extraordinaire. Vraiment. Son ton sonnait faux, trop enjoué, comme s'il cherchait désespérément à détendre une atmosphère déjà irrémédiablement tendue. Anne croisa son regard, et il eut quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Cette même résignation qu'elle avait vue des dizaines de fois, cette acceptation tacite que sa mère était comme ça, qu'il fallait juste laisser passer, que ça ne servait à rien de s'énerver. Caroline, la belle-sœur, observait la scène depuis sa table avec un petit sourire satisfait, sirotant son champagne. Elle se pencha vers son mari et murmura, suffisamment fort pour qu'Anne l'entende. « Tu vois ce que je te disais ? La mère est exactement ce que j'imaginais. » Michel, le père de Thomas, s'approcha discrètement d'Anne, pendant que Françoise paradait entre les tables en racontant des anecdotes sur l'enfance de son fils à qui voulait l'entendre. Il lui glissa à voix basse. « Ne fais pas attention, ma belle. Françoise a toujours été particulière avec les femmes de la famille. C'est sa manière à elle de gérer le fait de perdre son petit garçon. » Anne le remercia politement, mais elle ne put s'empêcher de penser que cette explication ressemblait dangereusement à une excuse, à une justification pour un comportement qui n'aurait jamais dû être toléré en premier lieu. Elle observa Thomas rire avec ses cousins, trinquer avec ses oncles, complètement à l'aise dans son monde à lui, et se demanda pour la première fois si elle aurait jamais vraiment sa place dans cette famille qui la regardait comme une intruse, comme une erreur de parcours que Thomas finirait par regretter. La voix du maître de cérémonie résonna soudain dans le jardin, couvrant les conversations et le murmure des fontaines décoratives. « Mesdames et messieurs, si vous voulez bien regagner vos places, nous allons maintenant passer au discours. Et nous commencerons, comme le veut la tradition, par le discours de la mère du marié. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Anne, tandis que Françoise se levait lentement, lissant sa robe de soie ivoire, avec un sourire qui ne présageait rien de bon, et se dirigeait vers le petit podium installé sous la tente, avec l'assurance d'une femme qui s'apprêtait à marquer les esprits. Françoise monta à la tribune avec une lenteur calculée, savourant visiblement l'attention de tous les invités qui se tournèrent vers elle dans un silence expectatif, et Anne sentit son estomac se nouer en voyant ce sourire satisfait sur le visage de sa belle-mère, ce petit air triomphant qu'elle connaissait trop bien. Le micro crépita légèrement quand Françoise l'ajusta à sa hauteur, et elle commença par des anecdotes attendrissantes sur Thomas enfant, racontant ses premiers pas, ses premières dents, ses succès scolaires,
peignant le portrait d'un petit garçon parfait élevé avec amour et dévouement dans une famille aimante et stable. Thomas a toujours eu un cœur immense, poursuivit Françoise en laissant son regard balayer l'assemblée. Peut-être même trop grand parfois. Déjà petit, il ramenait à la maison les chiens perdus, les oiseaux blessés. Elle marqua une pause théâtrale et sa voix prit un ton différent, plus aigu, presque condescendant. Il voulait toujours sauver tout le monde, mon Thomas. Anne sentit Chloé serrer sa main plus fort, et elle se força à garder un sourire figé sur son visage, tandis qu'un malaise palpable commençait à envahir la salle. Anne est mère célibataire, lâcha Françoise avec un détachement clinique, comme si elle énonçait un fait médical. Abandonnée par le père de son enfant. Personne n'a voulu d'elle pendant des années. Il faut le dire, c'est la vérité. La salle retint son souffle dans un silence glacial. Les collègues d'Anne se raidirent à leur table au fond du jardin. Sandrine porta la main à sa bouche, horrifiée. Martine se leva à moitié, le visage blême de rage, mais Anne lui fit un signe discret de rester assise, refusant de donner à Françoise la satisfaction de provoquer un scandale. « C'est vrai ça », murmura Caroline suffisamment fort pour être entendue des tables voisines, hochant la tête avec un petit sourire entendu. Françoise continua, implacable, sa voix devenant presque mielleuse dans sa cruauté. Mais Thomas a toujours eu pitié des causes perdues. C'est tout à son honneur d'accepter cette situation. Et l'enfant d'un autre homme, bien sûr. Ça demande une grande générosité. Vous en conviendrez tous. Elle se tourna légèrement vers Anne, et son regard était aussi froid qu'une lame de couteau. Même si on peut se demander si cet enfant saura un jour qui est son véritable père, ou si elle grandira en pensant que Thomas... Enfin, vous comprenez. Les mots frappèrent Anne comme des gifles successives, et elle sentit les larmes monter malgré tous ses efforts pour rester digne, pour ne pas s'effondrer devant cette assemblée qui la regardait maintenant avec un mélange de pitié et de gêne. Chloé, trop jeune pour tout comprendre mais assez perspicace pour sentir la violence de l'instant, murmura d'une petite voix tremblante. « Maman, pourquoi mamie Françoise dit des choses méchantes ?» Françoise continua comme si elle n'avait pas entendu, son discours devenant de plus en plus venimeux sous le vernis de la bienveillance maternelle. Je me demande parfois si mon fils réalise vraiment ce qu'il s'apprête à affronter. Une femme qui travaille de nuit comme aide-soignante, qui laisse son enfant à droite à gauche, qui n'a jamais vraiment eu de stabilité dans sa vie. Thomas, jusque-là figé sur sa chaise, le visage décomposé, se leva brusquement avec un bruit de chaise qui racla le sol. Il monta à la tribune d'un pas raide, arracha presque le micro des mains de sa mère, et le silence qui suivit devint absolument glacial, électrique, comme si l'air lui-même retenait son souffle. « Maman !» dit-il d'une voix qui tremblait de rage contenue. « Tu viens de franchir une ligne que tu n'aurais jamais dû approcher. » Françoise le regarda avec un mélange de surprise et de défi, et Anne, le cœur battant à tout rompre, se demanda si Thomas allait enfin avoir le courage de défendre leur mariage, ou si même cet instant d'humiliation publique ne suffirait pas à briser les chaînes invisibles qui le liaient à sa mère. Thomas tenait le micro d'une main tremblante, le visage rouge de colère ou peut-être de honte, et pendant un instant qui sembla durer une éternité, Anne osa espérer qu'il allait enfin prendre position, tracer une frontière claire entre sa mère toxique et la femme qu'il venait d'épouser. Les invités retenaient leur souffle. Françoise affichait un air de défi glacial, et Caroline observait la scène avec une fascination malsaine, comme si elle assistait à un spectacle particulièrement divertissant. « Ce que ma mère vient de dire est inacceptable », commença Thomas d'une voix qui gagnait en assurance. « Anne n'est pas une cause perdue. Elle n'a jamais eu besoin d'être sauvée. C'est la femme la plus courageuse, la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Il se tourna vers Anne, et elle vit ses yeux briller d'une émotion qu'elle voulait croire sincère. Elle a élevé Chloé seule pendant 6 ans, tout en travaillant de nuit, en suivant une formation d'infirmière, en se battant chaque jour pour offrir une vie décente à sa fille. Pendant que d'autres vivaient confortablement avec l'argent de leurs parents, elle se levait à 3 heures du matin pour aller nettoyer les chambres d'hôpital et rentrer étudier jusqu'à l'aube. La voix de Thomas se durcit, et il regarda directement sa mère. « Cette femme vaut 100 fois plus que toutes vos conventions ridicules, que tous vos jugements de classe. Et si vous ne pouvez pas accepter ça, alors vous n'avez pas votre place dans notre vie. » L'assemblée applaudit avec enthousiasme. Plusieurs collègues d'Anne se levèrent pour acclamer le discours, et Martine essuya discrètement une larme de soulagement.
Françoise devint livide, ses lèvres se pinçant en une ligne mince et dure. Mais elle retourna s'asseoir sans un mot, gardant un silence glacial qui était peut-être plus menaçant que n'importe quelle réplique. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère tendue, sous le vernis des sourires forcés et des conversations polies. Anne dansa avec Thomas sous les applaudissements, coupa le gâteau, sourit pour les photos, mais elle se sentait comme une actrice jouant un rôle dans une pièce dont elle ne maîtrisait pas le script. Plus tard, dans la suite nuptiale d'un hôtel près de l'aéroport, Anne commença à retirer ses boucles d'oreilles devant le miroir quand Thomas s'approcha par derrière, posant ses mains sur ses épaules. Elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle a dit, murmura-t-il d'une voix qui cherchait à apaiser. C'est juste sa manière maladroite de gérer le fait que je me marie. Elle a toujours eu du mal avec les changements. Anne se figea, ses mains s'immobilisant sur ses bijoux, et elle regarda le reflet de Thomas dans le miroir avec une incrédulité grandissante. « Maladroite ?» répéta-t-elle lentement. « Thomas, elle m'a humiliée publiquement devant 100 personnes. Elle a insulté ma fille, ma mère, mon passé. Je sais, soupira Thomas en se détournant légèrement. Et j'ai pris ta défense, non? J'ai dit ce qu'il fallait dire. Mais maintenant, il faut tourner la page. Ma mère est comme ça. Elle ne changera pas du jour au lendemain. » Anne ne dormit pas cette nuit-là, fixant le plafond dans l'obscurité, tandis que Thomas ronflait doucement à côté d'elle, déjà capable d'oublier, déjà prêt à minimiser. Elle repensa à tous les petits signes qu'elle avait ignorés durant leur relation. Ces moments où il changeait de sujet quand elle évoquait l'hostilité de Françoise, ces dîners familiaux où il ne la défendait jamais vraiment, se contentant de sourires embarrassés et de silences complices avec sa mère. Le lendemain matin, le téléphone de Thomas vibra pendant qu'il prenait sa douche. Anne vit le nom de Françoise s'afficher sur l'écran, et malgré elle, elle lut le message qui s'afficha en prévisualisation. « J'espère que tu es content d'avoir humilié ta mère devant tout le monde. Cette femme t'a monté contre moi. J'ai juste dit la vérité, et tu le sais. Pas d'excuses, pas de regrets, seulement de l'accusation et de la manipulation. » Thomas sortit de la douche, lut le message en fronçant les sourcils, et lâcha simplement « Laisse-lui du temps, Anne. » Elle finira par s'excuser. Anne sentit quelque chose se briser définitivement en elle, cette dernière illusion qu'elle s'était accrochée pendant 2 ans, et elle comprit avec une clarté douloureuse que le vrai problème n'était pas Françoise, mais l'homme qui se tenait devant elle, incapable de choisir, incapable de protéger ce qu'il prétendait aimer. 3 mois après le mariage, la vie commune révéla les fissures avec une brutalité qui ne laissait plus de place au doute ni à l'illusion. Anne et Thomas avaient emménagé dans un appartement à Villeurbanne, un 3 pièces lumineux qu'ils avaient choisi ensemble, mais qui ressemblait de plus en plus à une prison dorée, où Anne étouffait lentement sous le poids des compromis qu'on lui demandait sans cesse de faire. Le téléphone sonnait quotidiennement. Toujours Françoise qui appelait Thomas pour se plaindre de maux imaginaires, d'une douleur au genou qui l'empêchait de sortir, d'un vertige inquiétant qui nécessitait une visite immédiate, et à chaque fois Thomas accourait, laissant Anne seule avec Chloé et les promesses non tenues. Les dimanches midi étaient devenus un rituel obligatoire chez Françoise, dans la grande maison de Caluire, où Anne se sentait toujours comme une intruse tolérée par charité. Lors de ces repas interminables, Françoise l'ignorait systématiquement, posant toutes ses questions sur Chloé directement à Thomas, comme si Anne n'existait pas, demandant comment se passait l'école, si la petite mangeait bien, si elle dormait correctement, transformant Thomas en intermédiaire, alors qu'Anne était assise juste à côté. « Thomas, demande à Anne si Chloé a toujours ces cauchemars dont tu m'as parlé, » disait Françoise, en coupant délicatement sa viande. Caroline renchérissait avec des pics soigneusement calibrés, sirotant son vin en observant Anne avec ce petit sourire supérieur qui la faisait bouillir intérieurement. « C'est vrai que tu travailles encore de nuit parfois ?» demanda Caroline un dimanche, sa voix faussement innocente résonnant assez fort pour que toute la table entende. Ça doit être difficile pour Chloé de ne pas avoir sa mère le soir. Les enfants ont besoin de stabilité à cet âge-là, tu ne crois pas? Anne serra sa fourchette si fort que ses jointures blanchirent. Je travaille aux urgences de l'hôpital Lyon-Sud 35 heures par semaine, répondit-elle d'une voix tendue. Chloé est avec Thomas ou ma mère quand je ne suis pas là. Elle a toute la stabilité dont elle a besoin. Bien sûr, acquiesça Caroline avec condescendance. C'est juste que les vraies mères au foyer peuvent offrir une présence constante. Mais bon,
Chacun fait comme il peut avec ses moyens. Thomas ne dit rien, concentré sur son assiette. Et ce silence était pire que n'importe quelle insulte directe. Anne le regarda avec une incrédulité grandissante, attendant qu'il prenne sa défense. Mais il se contenta de changer maladroitement de sujet en demandant à son père comment avancèrent les travaux dans le jardin. Le soir, Anne rentrait épuisée de ses journées à l'hôpital pour trouver Thomas affalé sur le canapé, ayant oublié de récupérer Chloé à l'école comme il l'avait promis, obligeant Martine à faire le trajet depuis Vénissieux pour aller chercher sa petite fille. « Désolée, ma mère m'a appelée, elle ne se sentait pas bien », expliquait-il invariablement. « J'ai dû passer la voir. Ça a duré plus longtemps que prévu. » La goutte d'eau arriva un jeudi après-midi, quand Anne reçut par la poste une invitation pour l'anniversaire de Thomas, organisée par Françoise le samedi suivant. L'enveloppe était adressée uniquement à Thomas, et le carton à l'intérieur précisait en lettres dorées « Thomas est son invité, si tu le souhaites. » Son invité, pas sa femme. Son invité. Anne sentit une rage froide monter en elle, remplaçant enfin la tristesse et la résignation qui l'avaient habitée pendant des mois. Elle attendit que Thomas rentre du travail, lui tendit l'invitation sans un mot, et le regarda lire le carton avec une expression embarrassée qui confirmait qu'il savait exactement ce que cela signifiait. « Je ne suis pas ton invité, Thomas, » dit-elle d'une voix dangereusement calme. « Je suis ta femme. Ta femme. Je sais, soupira Thomas en posant l'invitation sur la table. C'est juste une maladresse de ma mère. Elle n'a pas réfléchi en écrivant ça. « Ah, une maladresse ?» explosa Anne, et toute la frustration accumulée depuis le mariage jaillit d'un coup. Tout est toujours une maladresse avec elle. L'humiliation publique à notre mariage, les piques constantes, l'ignorance systématique, et maintenant ça. Quand est-ce que tu vas enfin ouvrir les yeux ? Pourquoi tu dois toujours créer des drames ? Répliqua Thomas, et sa voix contenait une lassitude qui glaça Anne jusqu'aux os. C'est juste une invitation mal formulée. On va y aller ensemble. Elle saura que tu es ma femme. Et voilà. Pourquoi tu ne peux pas laisser passer pour une fois ? Anne le regarda longuement. Cet homme qu'elle avait cru aimer, cet homme qui lui demandait encore et toujours de s'effacer, de courber l'échine, d'accepter l'inacceptable. Et elle comprit qu'elle ne pourrait plus continuer ainsi, qu'elle méritait mieux que ces miettes d'amour conditionnées par l'approbation d'une belle-mère toxique. Anne commença une thérapie la semaine suivante, sur le conseil insistant de Sandrine, qu'il avait trouvée en pleurs dans le vestiaire de l'hôpital, après une garde particulièrement éprouvante. La psychologue, une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant mais direct, écouta son histoire pendant 3 séances avant de poser les mots qui changeaient tout, ces termes cliniques qui donnaient enfin un nom à ce qu'elle vivait depuis des mois. « Ce que vous décrivez s'appelle une alliance toxique mère-fils », expliqua-t-elle calmement. « Votre belle-mère utilise la manipulation émotionnelle pour maintenir son contrôle sur Thomas et lui a appris depuis l'enfance à prioriser ses besoins à elle avant tout le reste. Votre mari vous invalide systématiquement parce qu'il a été conditionné à croire que les exigences de sa mère sont toujours légitimes. » Anne pleura pendant 1 heure dans ce cabinet, réalisant qu'elle reproduisait un schéma qu'elle connaissait trop bien. Accepter les miettes d'amour, se contenter du minimum, exactement comme elle l'avait fait avec le père de Chloé, qui promettait toujours de changer sans jamais le faire vraiment. Un soir de novembre, alors qu'Anne terminait son service aux urgences, elle fut surprise de voir Michel, son beau-père, qui l'attendait près de l'accueil avec un air grave qu'elle ne lui connaissait pas. « Je dois te parler », dit-il simplement. « C'est important. » Ils s'installèrent dans le petit café de l'hôpital, presque vide à cette heure tardive, et Michel commanda 2 expressos avant de se lancer, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse. « Il y a 20 ans, Thomas était fiancé », commença-t-il d'une voix basse. Elle s'appelait Sophie. C'était une fille adorable, intelligente, douce. Françoise l'a détruite méthodiquement. Anne sentit son sang se glacer tandis que Michel continuait, les mots sortant avec difficulté, comme s'il libérait un secret trop longtemps gardé. Elle a dit à Sophie que Thomas ne l'épouserait jamais vraiment, qu'elle n'était qu'une distraction en attendant mieux. Elle a envoyé des lettres anonymes aux parents de Sophie, prétendant que leur fille couchait avec des hommes mariés, qu'elle avait des dettes de jeu. Des mensonges, tout ça. Pur mensonge. « Mon Dieu », murmura Anne horrifiée. « Sophie a fait une tentative de suicide, Anne », lâcha Michel, et ses yeux brillaient de larmes contenues.
Une voisine l'a trouvée à temps, mais quand on l'a sortie de l'hôpital psychiatrique 3 semaines plus tard, elle était brisée, complètement brisée. Le silence qui suivit était assourdissant, et Anne sentit la nausée monter en comprenant l'étendue de la manipulation, la profondeur de la toxicité. Françoise n'a jamais exprimé le moindre regret, poursuivit Michel. Elle a dit que c'était la preuve que Sophie était déséquilibrée, que Thomas avait bien fait de s'en débarrasser. Et moi, sa voix se brisa légèrement. Moi, j'ai laissé faire, par lâcheté, par facilité. Je ne veux pas que ça recommence. Il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. Documente tout. Les messages, les incidents, les témoins. Tu auras besoin de preuves, si ça va plus loin. Et ça ira plus loin, Anne. Françoise ne s'arrêtera jamais. Anne rentra chez elle ce soir-là, avec l'enveloppe serrée contre sa poitrine, trouvant l'appartement plongé dans l'obscurité. Elle entendit la voix de Thomas qui parlait au téléphone dans la chambre, et quelque chose dans son ton la fit s'arrêter dans le couloir. « Oui, maman, je comprends », disait-il avec cette patience infinie qu'il n'avait jamais pour Anne. « Je vais lui parler. Elle travaille trop. Tu as raison. Chloé a besoin que sa mère soit plus présente à la maison. Je vais lui suggérer de passer à temps partiel. » Anne s'appuya contre le mur, sentant quelque chose se cristalliser en elle, cette clarté douloureuse qui arrive quand on ne peut plus se mentir. Thomas n'était pas une victime passive de sa mère. Il était son complice, son allié, et il ne changerait jamais parce qu'il ne voyait même pas le problème. Cette nuit-là, Anne ouvrit l'enveloppe que Michel lui avait donnée et commença à tout documenter. Chaque message, chaque incident, chaque humiliation, construisant méthodiquement le dossier qui lui permettrait de se libérer. Anne convoqua une réunion familiale un samedi après-midi, choisissant délibérément leur appartement de Villeurbanne comme terrain neutre, refusant de retourner dans la maison de Caluire, où elle s'était toujours sentie comme une intruse. Elle avait prévenu Thomas la veille, lui expliquant calmement qu'elle avait des choses importantes à dire à sa famille, et quelque chose dans son ton, cette détermination froide qu'il ne lui connaissait pas, l'avait empêché de protester. Françoise arriva avec Caroline, toutes deux affichant ce petit sourire narquois qui ne présageait rien de bon, s'installant sur le canapé, avec l'assurance de celle qui pensait déjà avoir gagné. « Alors, cette réunion d'urgence ?» lança Françoise en croisant élégamment les jambes. « J'espère que c'est important. Tu nous as fait venir un samedi. » Anne se tenait debout devant elle, le dos droit, et posa calmement sur la table basse une série de documents qu'elle avait préparés avec soin durant les dernières semaines. « Je vais établir des règles claires, » commença-t-elle d'une voix posée mais ferme. « Plus d'appels quotidiens à Thomas pour des urgences imaginaires, plus de visites non annoncées, plus d'ignorance systématique de mon existence lors des repas de famille. Et surtout, des excuses publiques pour l'humiliation que vous m'avez infligée le jour de mon mariage. » Françoise éclata d'un rire méprisant qui résonna dans le salon comme une gifle. « Tu te prends pour qui exactement ?» cracha-t-elle, tout verni de politesse soudainement évaporé. « Mon fils était parfaitement heureux avant toi. Tu n'es qu'une opportuniste qui a vu un bon parti et qui s'est accrochée. » Anne sortit alors son téléphone, et ce qu'elle fit ensuite glaça l'atmosphère de la pièce. Elle commença à lire à voix haute, lentement, distinctement, les messages que Françoise avait envoyés à Thomas durant les derniers mois. Ces textos que Michel l'avait aidé à récupérer. Message du 15 mars. Cette femme a bien calculé son coup. Tomber enceinte d'un inconnu et attraper un pigeon comme Thomas. Thomas se redressa brusquement, le visage blême. Message du 3 avril. Sa fille va grandir exactement comme elle. Une future mère célibataire qui fera les mêmes erreurs que sa mère. Arrête, murmura Thomas. Mais Anne continua, implacable. Message du 18 mai. Cette femme et sa bâtarde vont ruiner ta vie. Fais-la signer un contrat de mariage, sinon elle va te dépouiller au divorce. Françoise bondit du canapé, le visage déformé par une rage qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Et alors ?» hurla-t-elle. « Tout ça est vrai. Tu n'es qu'une opportuniste, une aide-soignante minable qui a vu un bon parti et qui s'est dit qu'elle avait trouvé le jackpot. Mon fils te sauve de ta vie pathétique et tu oses me faire la leçon ? Maman, tu as vraiment écrit ça ? Demanda Thomas d'une voix tremblante, fixant le téléphone d'Anne comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Françoise se tourna vers lui et son visage se transforma en un masque de manipulation affectée. « Tout ce que je fais, c'est pour te protéger.
Tu es trop faible pour voir la vérité, exactement comme ton père. Cette femme te manipule, et tu es trop lâche pour l'admettre. » Michel, qui était resté silencieux jusque-là, se leva lentement de son fauteuil. « Non, Françoise, » dit-il d'une voix fatiguée mais ferme. « Cette fois, c'est fini. J'ai témoigné pour Anne auprès de son avocate. Tout est documenté. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Françoise regarda son mari, comme s'il l'avait trahi de la pire des manières. Puis elle se tourna vers Thomas, les yeux brillants de larmes calculées. « Tu dois choisir, Thomas, » déclara-t-elle avec une voix qui tremblait d'émotion feinte. « C'est elle ou moi. Tu ne peux pas avoir les deux. » Thomas baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit, et murmura d'une voix à peine audible. « Anne, tu ne peux pas demander à un homme de choisir entre sa mère et sa femme. » Anne sentit quelque chose se libérer en elle, cette dernière chaîne qui la retenait encore se briser net, et elle répondit d'une voix claire, sans colère, juste avec une clarté absolue. « Tu viens de choisir, Thomas. Maintenant, moi aussi je choisis. » Anne déménagea chez sa mère avec Chloé le lendemain de la confrontation, emportant seulement l'essentiel dans 2 valises et quelques cartons, laissant derrière elle l'appartement de Villeurbanne et tout ce qu'il représentait. L'avocate qu'elle avait consultée, une femme dynamique recommandée par Michel, lui assura que le dossier était solide, que les preuves documentées suffiraient largement pour obtenir un divorce, au tort partagé avec garde principale de Chloé. La procédure démarra rapidement, et Thomas, coincé entre sa mère qui jubilait et sa propre culpabilité, n'opposa qu'une résistance molle, signant les papiers avec le soulagement évident de quelqu'un qui préférait fuir plutôt que d'affronter ses responsabilités. Quelque chose d'inattendu se produisit dans les semaines qui suivirent. Sandrine et les autres infirmières de l'hôpital Lyon-Sud créèrent une chaîne de solidarité touchante, organisant des gardes d'enfants pour Chloé, apportant des places cuisinées, offrant simplement leur présence dans les moments difficiles. Sandrine proposa même de partager son appartement le temps qu'Anne trouve quelque chose de stable, et cette générosité sans calcul, cette amitié authentique, rappelèrent à Anne qu'il existait des liens bien plus précieux que ceux du sang. Anne se concentra entièrement sur sa reconstruction, s'inscrivant à la formation de cadre de santé qu'elle avait toujours repoussée, reprenant sa thérapie avec une assiduité nouvelle, redécouvrant peu à peu qui elle était au-delà des attentes et des jugements des autres. Les séances avec la psychologue l'aidèrent à comprendre les schémas qu'elle avait reproduits, cette tendance à accepter les miettes d'amour, à se rendre invisible pour ne pas déranger, et lentement, semaine après semaine, elle sentit quelque chose se reconstruire en elle, une fondation plus solide que tout ce qu'elle avait connu. 6 mois passèrent dans un tourbillon d'efforts et de petites victoires. Le divorce fut prononcé un mardi pluvieux de mars, et Anne sortit du tribunal avec un sentiment étrange de légèreté, comme si on venait de retirer un poids invisible de ses épaules. Chloé, qui avait traversé cette période avec une résilience surprenante pour son âge, s'épanouissait dans sa nouvelle école. Et la distance progressive de Thomas, bien que douloureuse au début, finit par ressembler davantage à une libération qu'à un abandon. Un dimanche ensoleillé d'avril, Anne se promenait avec Chloé dans le parc de la Tête d'Or quand elle croisa Alexandre, l'instituteur de l'école primaire qu'elle avait rencontré lors d'une réunion parents-professeurs quelques semaines plus tôt. Ils échangèrent quelques mots polis sur le beau temps, sur les progrès de Chloé en lecture, et quand il mentionna qu'il était lui aussi papa solo depuis 2 ans, quelque chose de doux passa dans la conversation, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. « Ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui comprend », dit-il simplement en souriant. Anne lui rendit son sourire, sentant une chaleur agréable mais sans urgence, et ils se quittèrent après avoir échangé leurs numéros, sans promesse, sans attente, juste une porte légèrement entr'ouverte sur une possibilité future. Ce soir-là, en bordant Chloé dans le petit appartement qu'elle venait de louer près de la Part-Dieu, un 2 pièces modeste mais lumineux qu'elle avait meublé elle-même avec soin, Anne s'assit un moment sur le rebord du lit et regarda sa fille dormir paisiblement. Elle repensa au chemin parcouru, aux larmes versées, aux humiliations encaissées, et réalisa quelque chose d'essentiel qui la frappa avec la force d'une évidence longtemps ignorée. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complète, seule, mais complète, entière. « Je n'ai besoin de personne pour être entière », murmura-t-elle dans la pénombre de la chambre, et cette phrase résonna en elle
comme une vérité libératrice qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir prononcer un jour. 1 an et demi après le mariage désastreux qui avait failli la briser, Anne se tenait dans son nouveau bureau à l'hôpital Lyon-Sud, contemplant la plaque fraîchement installée sur la porte qui indiquait son nouveau titre, infirmière coordinatrice des urgences. La promotion était arrivée 3 semaines plus tôt, récompensant des années de travail acharné, de nuits blanches et de persévérance, et elle l'avait célébrée avec Sandrine et ses collègues autour d'un dîner simple mais joyeux, où personne ne lui avait demandé de se faire petite, de sourire poliment à des remarques blessantes, ou de justifier son existence. Son petit appartement de la Part-Dieu était devenu un véritable foyer, décoré avec goût et soin, chaque objet choisi par elle et pour elle, reflétant enfin qui elle était vraiment. Chloé s'épanouissait dans sa nouvelle école, entourée d'amis, et la distance progressive de Thomas, qui appelait de moins en moins souvent jusqu'à devenir presque inexistant, avait cessé de faire mal. Anne avait appris à construire une vie qui ne dépendait plus de l'approbation de personne. Une vie où elle posait ses propres règles et traçait ses propres frontières. Alexandre était entré doucement dans leur existence 2 mois plus tôt, sans précipitation ni grande déclaration, partageant des dimanches au parc, des soirées cinéma avec Chloé, des conversations profondes autour d'un café. Mais Anne savait désormais une vérité fondamentale qui avait tout changé. Il n'était pas une solution à un problème, pas un sauveur venu combler un vide. Il était une possibilité, un complément, quelque chose de léger et d'agréable qui enrichissait une vie déjà pleine. Si ça marchait, tant mieux. Si ça ne marchait pas, elle resterait toujours entière. Un samedi matin de septembre, Anne faisait ses courses au supermarché près de chez elle quand elle tomba nez à nez avec Françoise dans le rayon des fruits et légumes. Sa belle-mère, ou plutôt son ex-belle-mère, la regarda avec ce mélange de surprise et de condescendance qu'elle connaissait si bien, et Anne sentit son cœur battre un peu plus fort, non pas de peur ou d'anxiété, mais d'une étrange curiosité détachée, comme si elle observait une scène qui ne la concernait plus vraiment. « Alors, toujours seule ?» lança Françoise avec un sourire pincé. « Je savais bien que ça finirait comme ça. Tu es retournée à ta vie de mère célibataire, exactement comme je l'avais prédit. » Anne posa calmement son panier, prit 1 seconde pour respirer profondément et regarda Françoise avec une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. « Vous avez raison, Françoise, » dit-elle d'une voix claire et posée. « Je suis mère célibataire, et je suis fière de la femme que je suis devenue, de la mère que je suis pour Chloé. Votre fils était un chapitre de ma vie, pas toute l'histoire. » Elle marqua une pause, soutenant le regard de Françoise sans ciller, puis ajouta avec une douceur qui n'était pas feinte. « J'espère sincèrement que vous trouverez un jour la paix que vous cherchez. Bonne journée. » Anne s'éloigna sans se retourner, sentant quelque chose de définitif se refermer derrière elle, comme une porte qu'on ferme non pas avec colère, mais avec une tranquille résolution. Elle termina ses courses, avec le sourire aux lèvres, croisant son reflet dans une vitrine, et reconnaissant enfin la femme qu'elle voyait, celle qu'elle avait toujours été, mais qu'elle avait oubliée en cours de route. Le soir même, Alexandre vint dîner, et Chloé rit aux éclats en racontant une anecdote de l'école, tandis qu'Anne préparait le dessert dans la petite cuisine lumineuse. En les regardant tous les deux, elle réalisa que sa vie n'était pas celle qu'elle avait imaginée le jour de ce mariage catastrophique. Mais elle était vraie. Elle était sienne. Elle était exactement là où elle devait être. Anne reçut une invitation au mariage d'un cousin de Thomas quelques jours plus tard. Elle la regarda longuement, se souvenant de la femme tremblante et anxieuse qu'elle était 18 mois plus tôt, puis la jeta simplement à la poubelle en souriant. « Maman, on fait quoi ce week-end » demanda Chloé en levant les yeux de son livre. Anne s'assit à côté de sa fille, passa un bras autour de ses épaules et répondit avec une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Tout ce qu'on veut, ma chérie. Ma vie n'attend plus personne. Et c'est exactement comme ça que j'aime vivre. » Как у тебя дела? Ты тут? А? Твоя. Какой бит легендарный. Есть такое, да. Приветики.
Нас смыкали берега, да. Именно так. Нас замыкали берега, берега, перегородили города, города одни, города одни, караваны местными годы идут. Трудно, правда, но трудно, правда, нам путь порадовал. По параболам, по парабасты, парабами, пора не по парадной. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Learn English. Чего? Изучайте английский, вы поймете меня по-английски. Здесь есть подвох, вы его найдете и не поймете. Ничего не поняла. Мне очень сложно изучать английский. Доброй ночи, доброй ночи. Пум-парам-пум-пум-пум-пум-парам. Да, зеленое одеяло с пальмами, все правильно. Я подругу испугал, что ты сделал? Да, жалко, конечно, что субтитры не алё. Ну да ладно. Да сиди, ради бога, Артём. Зачем ты спрашиваешь? Да с другом испугал. Нельзя пугать девушек. Ай-яй-яй. Из чего? У меня, по-моему, переводчик сломался. Это загадка, вы найдете ответ, вы знаете больше. Вы его не найдете. Вы углубитесь в тему, хорошо, на этом пока все. Помните, во всем есть подвох. Чего? Вы что-нибудь поняли? Я ничего не поняла. Она зашла в комнату ко мне, когда вдруг ушел. За собой она везде улыбалась, это другое. Угу. Ну, бывает, ладно. Круассанчик, ты чего молчишь? Или ты опять на 2 стримах сидишь? Давай признавайся. Сейчас лежит рядом, угорает.